Coucou les trucs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le titre de la vidéo ne ment pas. Le titre de la vidéo dit absolument toute la vérité et rien que la vérité, c'est-à-dire les galères de femmes quand on est malade au Japon. Et j'ai réfléchi avant de vous faire cette vidéo, je vous le dis. Hein. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis je sais plus parler, désolée, tu vois. Femme malade au Japon. C'est moi. Vous savez que ça fait un petit moment que j'ai envie de parler un peu de la santé au Japon et tout, mais je sais qu'on a tous des opinions différentes, on a tous des expériences différentes, et c'est un peu compliqué en fait de faire de mon expérience personnelle la normalité, parce que c'est pas le cas en fait, mon cas n'est pas une généralité, mais plus le temps avance, plus vous me demandez, et en plus de ça, en fait je me rends compte effectivement que plus le temps avance, plus je parle avec des femmes autour de moi, qu'elles soient japonaises ou étrangères, très important, qui ont en fait la même expérience que moi par rapport à la médecine au Japon. Voilà, et en tant que personne qui avait déjà vécu la médecine au Japon et qui maintenant revit la médecine au Japon, je pense qu'on peut discuter de certains points qui, selon moi, ne sont pas du tout négligeables en ce qui concerne la médecine au Japon, parce que je pense qu'on a énormément d'idées reçues. Déjà le fait que le Japon paie de la technologie au-dessus de tout, alors que je vous jure, tu vas dans un hôpital, t'es là genre, on est en quelle année? On est genre 10 à 20 ans en arrière, je crois. Après, j'y connais pas comment ça avance en médecine, hein, mais c'est pour l'expression. Et puis, il y a aussi cette notion très fausse selon laquelle le système japonais ressemble plus au système européen en ce qui concerne la santé, plutôt que le système américain. Je m'explique par rapport à ça. Quand j'habitais aux États-Unis, on n'arrêtait pas de me dire « Oh, tu ferais mieux d'aller au Japon, là au moins tu seras bien soigné. » Je vous regarde bien là, de mon œil rouge. Non. En fait, vous avez cette idée que le système japonais des soins de santé, vous pensez en fait dans votre tête, ouais, il y a les États-Unis où tout est extrêmement cher, et c'est vrai, c'est pas faux. Et du coup, le Japon, tout est gratuit et tout est hyper technologie avancée, donc forcément, tu seras beaucoup mieux soigné. Il faut absolument qu'on parle de ça parce que c'est une idée reçue, mais complètement qui, de mon point de vue, dépasse la logique, parce qu'en fait, elle est basée sur quoi cette idée? Je sais même pas sur quoi elle est basée, je sais même pas d'où vous la sortez, les gens qui disent ça. Donc voilà, je vais faire cette petite vidéo uniquement sur mon expérience personnelle et l'expérience personnelle que j'ai pu glaner à gauche à droite de gens avec qui j'ai discuté, qui sont toutes des femmes au Japon, dans ma tranche d'âge aussi, voilà. Mais avant de continuer, on va parler de Evenko, parce que vous le savez que ça fait des années que j'utilise les culottes menstruelles de Evenko et je ne suis jamais déçue. Merci à Evenko d'être le sponsor de cette vidéo. Et comme vous le savez, ce sont des culottes qui remplacent complètement tous les autres types de protection, c'est-à-dire les tampons, les bandes hygiéniques qui sont jetés à la poubelle, qui sont bourrés de produits très nocif pour votre petite zone là-dessous. Dans mon cas, c'est avéré, pas de fuite et pas d'odeur pendant plus de 12 heures. Et moi, dans mon cas, même après 12 heures, j'ai pas de fuite et pas d'odeur. Mais bon, après, qui porte une culotte menstruelle pendant plus de 12 heures? Je vous avoue que ça m'est arrivé pour prendre l'avion. Et lavable en machine, très pratico-pratique, tout ça. Honnêtement, ça m'a changé la vie. En plus, c'est très facile à prendre avec soi dans la valise et tout. Je vous montre. Hein, en plus, elles sont jolies. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de couleurs, mais j'avoue que quand on parle de bande hygiénique, c'est peut-être un peu plus malin d'avoir des culottes noires pour les traces, n'est-ce pas? Mais moi, ça fait longtemps que je les ai, celles-là, et je suis toujours autant satisfaite. C'est parfait si je vais au sport, que je veux mettre un legging, un truc un peu moulant, et le fait que ça bouge jamais, parce que j'ai très longtemps, et encore de temps en temps, j'utilise des serviettes hygiéniques, lavables, que j'aime beaucoup aussi, mais le problème dans ce cas-là, c'est qu'elles tombent, parce qu'elles sont lourdes, parce que c'est du tissu, et que du coup, voilà, et c'est pas un truc que tu peux coller contre, c'est avec des boutons, et c'est vraiment pas pratique. Du coup, en fait, quand je veux mettre une robe, par exemple, je peux pas parce que ça va bouger. Quand je veux mettre quelque chose de moulant, je peux pas parce que ça peut littéralement tomber. Et du coup, j'ai pas du tout ce problème-là avec les culottes de Evenko. Donc, je suis vraiment très contente de ce produit. Je trouve que ça change la vie. Une fois qu'on a testé, c'est impossible de retourner en arrière. En tout cas, pour moi, ce serait impossible. Je peux même pas m'imaginer, en fait, aller acheter des bandes hygiéniques quand on a littéralement ça à la maison. En termes de confort, c'est infiniment supérieur. Et en plus, on est beaucoup plus à l'aise. On a beaucoup plus confiance à ce qu'on a pour nous protéger. L'avantage des culottes de chez Evenko, c'est que c'est très fin et on a vraiment l'impression de porter une culotte normale. C'est très léger à porter, vraiment. En fait, littéralement, si t'as pas mal au ventre, t'oublies que t'as tes règles. Et sans sensation d'humidité au cours de la journée et sans odeur. Et en plus, Evenko est une marque française qui utilise du coton bio super doux et ce sont les mieux notés sur Trustpilot.
Trustpilot. Pour le Black Friday, il y a moins 70% sur les culottes directement sur le site. Et avec mon code Zoé, vous avez 2 culottes menstruelles offertes, comme ça. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Ajoute un produit à ton panier et ensuite ajoute un pack de 2 culottes menstruelles. Une fois les deux ajoutés, le pack de 2 sera automatiquement offert. C'est la plus grosse offre de l'année et je sais que les quantités sont limitées, donc c'est le moment ou jamais d'en profiter. Dans la description. Maintenant que ça s'est fait, rentrons dans le vif du sujet. On va parler de chiffres, enfin de chiffres vite fait, tu vois, des chiffres globaux que vous pouvez aller voir un petit peu sur internet, faire vos propres recherches. Mais en gros, j'ai trouvé 2 choses que j'ai envie de vous dire, de très important. En ce qui concerne les chiffres, c'est pas vraiment des chiffres exacts que je vais vous donner, mais j'ai vu dans la préparation de cette vidéo 2 études. Une étude qui disait qu'il y avait un très très grand pourcentage de femmes. Donc il y a plus de 50%, je crois que le chiffre c'était 56% des femmes dans la vingtaine ou dans la trentaine qui font en sorte de ne pas aller chez le docteur. C'est gigantesque comme chiffre. Vous savez quoi, je vais même vérifier maintenant. Voilà, ok. Donc là, j'ai été sur l'article lui-même de National Library Medicine machin truc bidule. Et en gros, c'est écrit en anglais. Mais bon, il y a plein de trucs, mais je vais vous lire ce qui a été mis en jaune. Il y a tout un passage qui a été mis en jaune où il est écrit, donc noir sur jaune, du coup. Il y a un problème au niveau de l'éducation, au niveau de la santé reproductive et de leur propre appareil et de leurs propres droits qui fait qu'elles ne vont pas chez le docteur. Donc des deux côtés, il y a beaucoup d'ignorance, que ce soit du côté du docteur ou du côté du patient, ce qui est très grave quand on pense, mais c'est quelque chose qui arrive chez nous également. Voilà, et la plupart des recherches et des preuves qui ont été trouvées en ce qui concerne l'appareil reproducteur féminin ou le fait d'être une femme en général et de la santé des femmes vient de l'Occident. C'est une phrase très importante parce que ça fait, et c'est écrit noir sur blanc, ça limite la compréhension globale du sujet. C'est grave. Je suis désolée, c'est grave et c'est un fait. C'est pas moi qui l'invente. C'est écrit noir sur blanc ici. Most of the existing evidence on menstrual symptoms and healthcare seeking behavior comes from Western countries, limiting our global understanding of this topic. Comme vous le voyez donc, ce n'est pas quelque chose que j'invente, hein. Les femmes au Japon ont beaucoup de difficultés à aller chez le docteur parce qu'en fait, les docteurs ne savent pas s'occuper de nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que je suis pas la seule parce que j'en parle littéralement avec des femmes japonaises. Pareil, en général, elles vont pas chez le docteur parce qu'elles savent que le docteur n'a aucune idée de ce qu'elles ont. Et que du coup ça sert à rien. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave en fait de se dire en fait ça sert à rien d'aller chez le docteur parce que le docteur en fait il sait pas. Mais un truc basique comme l'appareil reproducteur féminin, tu vois. Autre chose qui est très très grave cette fois-ci, qui est un autre article que j'ai lu avant de faire cette vidéo, ça je pense que vous en avez entendu parler, j'espère que vous en avez entendu parler parce que malheureusement on choisit le genre d'article qu'on a envie de faire passer en Occident, on préfère dire ah le Japon kawaii mignon ha 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 otaku, mais on oublie des choses très importantes. Qu'en 2018, et on a découvert, en 2018, c'était quand? Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. 2018 Tokyo Medical School Discrimination, pop, on appuie, allez, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, incroyable! L'école médicale de Tokyo admet avoir changé les résultats des examens, hein, du coup, pour exclure les femmes. Imaginez en fait vous sentir menacé par le fait que les femmes deviennent docteurs, d'avoir peur des femmes au point de fausser leurs résultats d'examen pour les empêcher de devenir docteurs. Et de là, qu'est-ce que ça dit sur le système médical au Japon vis-à-vis des femmes? Vous voyez bien, c'est pas dans ma tête. C'est quelque chose qui est... Voilà. Ça fait plus d'une décennie, c'est écrit, qui faisait en sorte que les femmes avaient de moins bons résultats pour que plus d'hommes puissent rentrer. Moi, dans ma tête, je suis pas un super méga génie. Mais dans ma tête, je vais vous expliquer ce que ça me fait vis-à-vis des docteurs masculins. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'évite les docteurs hommes au Japon. C'est qu'en fait, du coup, je sais pas s'ils sont devenus docteurs parce qu'ils le méritent, parce que ce sont des bons docteurs, ou ils sont devenus docteurs juste parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de femmes. Pas eux, hein. C'est pas eux qui ont décidé de devenir docteurs pour éviter que les femmes deviennent docteurs. Mais je me demande, en fait, si au niveau des résultats des examens, est-ce que ce docteur-là a vraiment si bien réussi ses examens, ou si il a pas juste pris la place d'une femme. Voilà. Et du coup, moi, en fait, vis-à-vis des docteurs masculins, bah, j'ai un problème. C'est pas en mode, oui, il sait pas faire son travail et tout, mais je me pose la question toujours. Je sais que c'est une immense possibilité que ce
docteur que je vais voir en fait n'est pas aussi méritant que ce qu'aurait pu être une femme et qu'il est passé en fait au-dessus d'une femme. Pour que d'autres hommes qui sont probablement moins bons, parce que c'est un fait, c'est ce qui était écrit, c'est pour assurer qu'il y ait plus d'hommes qu'on rétrécit les trucs des femmes, donc ça veut dire que dans un concours, une femme aurait pu avoir plus de points qu'un homme, mais il fallait surtout pas, mais quelle horreur qu'une femme ait plus de points qu'un... Mais vous imaginez qu'une femme ait plus de points qu'un homme, qu'il y ait plus de femmes docteurs que de docteurs hommes? Wouah! Mais quelle horreur, il fallait sûrement pas ça. Et du coup, le mec, il était en dessous d'elle et il aurait peut-être pas eu l'examen, il aurait peut-être raté, mais il est passé au-dessus parce qu'ils l'ont fait rater elle. Ça me travaille. Et c'est un fait, c'est ce qui s'est passé, je l'invente pas. Donc moi, à la vue de ces deux études, ça me donne suffisamment de résultats d'informations pour corroborer ce que j'ai vécu moi-même dans mon expérience personnelle des soins de santé au Japon en tant que femme. Détrite, je voulais vous parler de mon petit livre parce que j'ai fini d'écrire le tome 2. Là, je suis en pleine relecture. Mais voilà, regardez comme il est beau. Est-ce qu'il vous fait pas envie? De sable et de sang. Désolée, il est un peu cracracrou. Mais voilà mon petit livre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de sable et de sang. En fait, j'ai voulu avec ça faire une analyse de la société, des codes sociétaux à travers une histoire, l'histoire de Laure, du coup, qui est ici, qui est une mère qui recherche ses enfants dans un monde que j'appelle asociétal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les codes sociaux, que la société ne s'est pas développée et que du coup les hommes n'ont pas de codes sociaux qui impliquent du coup la honte, le fait d'être reconnaissant, tous les codes sociaux, tout ça n'existe pas. C'est à travers Laure et son expérience que j'arrive à explorer tout ça. Ça a été super pour moi d'écrire ce livre. J'en suis au tome 2 que j'ai terminé d'écrire, mais je dois le relire, le faire relire, le corriger, blablabla, faire la mise en page et tout. Donc on en a encore pour quelques temps, mais si vous voulez vous préparer, n'hésitez pas. C'est un énorme soutien pour moi, qui travaille aussi sur un webtoon et une série animée en amont de Sable et de Sang, parce que c'est un projet en lequel je crois. Je trouve que l'idée a plus de potentiel que ce qui est simplement renfermé dans ce livre. Je pense que l'idée peut vraiment nous apprendre à redécouvrir la société avec un œil complètement différent et nous apprendre ce qui en fait est inné à l'être humain ou ce qui est une construction sociale, et revoir le bien, le mal, la morale, l'éthique, tout ça, à travers les yeux de mon personnage principal, Laure, et de mes autres personnages principaux, notamment Noek, ici présent, le beau Noek, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un énorme soutien, parce que les sous du livre, les sous que je gagne avec le livre, en fait, me permettent de financer, par exemple, mon école d'illustration à laquelle j'ai été pendant 2 ans, puis là maintenant, je suis en école d'animation pour pouvoir apprendre à rendre mon projet plus accessible, sous forme notamment de webtoon ou sous forme d'animation. Voilà, j'ai fait mon petit pitch, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup les tritounettes. Maintenant, je vais vous parler de situations réelles, parce que sur ma chaîne Flâneuse du Levant, j'ai reçu ce commentaire à plusieurs reprises. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de montrer quand j'allais à l'hôpital ou quoi. C'est qu'on me disait, mais en fait, Zoé, t'es tout le temps à l'hôpital. C'est pas que je suis tout le temps à l'hôpital, je suis pas quelqu'un de très malade, hein. Je suis quelqu'un qui a une santé relativement bonne. Je suis un peu faiblarde, j'attrape vite des rhumes et je dors beaucoup. Disons que je suis quelqu'un qui s'est réveillé un matin, un jour, et qui était fatigué et qui est resté fatigué. Tu vois, c'est globalement ça. Mais en fait, j'ai une santé relativement solide. Je mange bien, je fais relativement du sport, pas trop peu. Je fais en sorte de pas passer trop de temps devant les écrans. Je fais attention relativement à ce que je mange. J'essaie d'être active, non. Mais c'est vrai que je dors beaucoup et tout. Je suis pas cette personne à la petite santé fragile que vous pensez que je suis, juste parce que je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux. Je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux parce que chaque fois que je vais dans un hôpital au Japon, on me dit, et ça, les femmes qui vivent au Japon le savent, vous êtes stressée. Vous êtes juste stressé, c'est le stress, il faut dormir madame. Vous allez avoir vos règles bientôt, c'est peut-être ça, vous devez un petit peu, c'est peut-être hormonal. Bref, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais tellement de fois. Et à chaque fois, je dois aller chercher un autre docteur qui va me dire « Ah, je sais pas, vous devez être stressé, vous êtes sûrement fatigué madame. » Et c'est toujours le truc que les docteurs disent ici. Et c'est pas seulement par rapport aux femmes, c'est aussi, ça c'est pas mon expérience, mais j'en ai entendu parler, ceci par rapport à la santé mentale. On va souvent vous dire « Ah mais vous êtes juste stressé, faut vous reposer, faut dormir plus, voilà, reposez-vous, prenez du temps pour vous. » Principalement, en fait, c'est toujours ça. J'ai jamais autant de ma vie entendu « Ah mais madame, vous êtes stressée » qu'au Japon. J'ai une douleur dans le dos, que vous savez que je vous en ai parlé. J'appelle ça du stress, mais je sais très bien qu'il y a un problème, que j'ai un nerf qui est pincé. Je le sens qu'il est pincé. Parfois, j'ai ma main qui dort. J'ai même eu, à un moment donné, j'ai encore des marques. Toutes mes veines ont pété ici. J'ai eu le bras gonflé et presque mauve. À un moment donné, que ma mère, elle a vu. Que parfois, j'ai une main qui est beaucoup... Vous l'avez vu aussi, même parfois dans les lives, que j'ai un bras qui était tellement
tellement gonflé à une période, parce que je sais, en fait, on dit le stress, mais en fait, c'est parce que c'est une source de stress pour moi, mais en fait, parce que j'ai littéralement un nerf qui est pincé ou un muscle qui est pincé, je sais pas ce que c'est, et j'ai une douleur constante à laquelle je me suis habituée, parce qu'en fait, on m'a toujours balayé du revers de la main, comme si j'étais juste stressée. Quand j'ai dû aller chercher des médicaments pour parler de ma thrombophilie, qui m'a quand même donné une double embolie pulmonaire, qui a failli me coûter la vie, que j'ai été hospitalisée en urgence aux États-Unis, que je me suis littéralement vue mourir. Quand j'ai été expliquer ça avec mon dossier au docteur, vous êtes juste stressé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et ils ont fait des analyses de mon sang. Ils ont rien trouvé. Je vous jure sur ma vie, les mecs ils trouvent rien ici dans le sang. Limite, tu dois aller toi-même. Et ça c'est vrai. Enfin moi je l'ai jamais fait, mais je l'ai vu chez 2-3 autres personnes que je connais. Tu dois aller toi-même en tant que femme avec ton diagnostic, expliquer pourquoi limite faire un, comment ça s'appelle, un diapo. Tu dois leur faire un diaporama limite pour leur expliquer ce que t'as et tout, pour qu'ils veulent bien faire les bons examens pour trouver ce que t'as. Mais il y a quand même beaucoup de chances qu'ils te disent on n'a rien trouvé, parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'ils trouvent rien. Mais c'est bizarre parce que quand je fais mes examens du sang en Belgique, ils trouvent directement. Quand je fais mes examens du sang aux États-Unis, ils trouvent directement que j'ai de la thrombophilie. C'est quand même rigolo, c'est quand même cocasse, d'accord? Donc ça c'est un autre truc, c'est qu'ils trouvent jamais rien. On n'a jamais rien, et du coup comme les résultats disent qu'il y a rien, bah alors c'est que c'est le stress, c'est que c'est dans notre tête, tu vois. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on se retrouve dans une situation. Moi ça va, tu vois, parce que j'ai mal au dos, ok, mais en gros je fais du sport, ça va mieux. Honnêtement j'aimerais bien me faire opérer, ou j'aimerais bien avoir des exercices ou un traitement ou quelque chose qui va me permettre de décoincer mon bras, tu vois, parce que mon bras est littéralement vraiment, ça se voit physiquement. Je vais pas me mettre à poil devant vous là maintenant, mais ça se voit physiquement que j'ai un problème à mon bras. Mais c'est pas un problème qui me tue, et c'est pas un problème qui m'empêche de vivre, c'est pas handicapant. Mais j'ai abandonné, j'ai pas que ça à foutre de passer, vous savez combien de temps il faut attendre dans un hôpital au Japon. Et ça c'est pas que pour les femmes, hein. Par contre ça c'est vraiment, c'est pour tout le monde, hein. Mais le temps que tu dois attendre dans les hôpitaux ici, à moins d'avoir vraiment un rendez-vous précis dans un hôpital très très cher, ce que j'ai fait aussi, hein. J'ai été dans des cliniques privées où j'ai pas dû attendre trop longtemps, mais tu payes 300 € ton truc, tu vois, et ils trouvent rien, et ils te disent ah mais madame vous êtes stressée, donc bon, ok. Et du coup j'en ai eu un peu marre, tu vois. J'ai passé, même quand j'ai eu une cystite, j'ai une cystite en fait qui est pratiquement remontée à mes reins, mais la vérité c'est qu'elle m'est remontée aux reins parce que personne n'a voulu me soigner. Je vous jure sur ma vie, j'ai été chez le gynécologue à plusieurs reprises en lui disant j'ai une cystite, et alors il regarde, il dit oh mais vous avez pas tant que ça, hein. Je lui dis frère j'ai une cystite, enfin ça veut dire quoi vous l'avez pas tant que ça? Et genre ils analysent mon urine, vous l'avez pas tant que ça, alors ils donnent un médicament qui est pas du tout assez fort. Ça empire, j'ai vraiment très mal, je vais tout le temps aux toilettes, je me sens fiévreuse, donc je me retrouve à devoir aller aux urgences, et aux urgences ils me disent ah mais on vous a pas donné assez de médicaments madame, parce que maintenant du coup il y a énormément de bactéries, je sais pas comment ça s'appelle, mais la bactérie dans mes urines, alors du coup là ils voient et ils disent mais on vous a pas donné assez de médicaments. Je leur dis oui mais je veux bien, mais moi quand je vais chez le gynéco qui est un homme, il me dit qu'il y a pas assez pour donner un médicament plus fort. Alors ils me disent ça c'est aussi les urgences au Japon, on n'a pas le médicament ici du coup, mais vous devez aller le chercher ailleurs, du coup vous devez attendre jusqu'à demain, tu vois, t'es comme ça. Et alors à un moment donné ça a été au point en fait de tourner en rond comme ça jusqu'au stade où c'est l'inflammation, pas l'infection, je veux pas vous inquiéter pour rien, est remontée jusqu'au rein, et là j'ai dû retourner aux urgences, et là une femme, je viens de me rendre compte que c'est une femme qui s'est occupée de moi pour la première fois. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Je vais aux urgences et là c'est une femme et elle me donne un médicament super méga fort. Et depuis j'ai plus eu. C'est quand même. Je suis désolée. Je viens d'y penser. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Je viens d'y penser. C'était une jeune en plus. Hein. C'était une urgentiste. Elle était super jeune. Mais oui, elle m'a donné un médicament super fort que j'ai pris pendant 3 jours et c'était terminé. Et j'ai plus jamais eu de cystite alors que ça faisait 4 mois, et j'exagère pas, ça faisait 4 mois que je me traînais une cystite, au point que ça a failli me remonter au rein. Parce qu'elle m'a dit, en fait, vous êtes à ça, parce que maintenant l'inflammation est remontée à vos reins, c'est pour ça que vous avez mal au dos et tout. Mais en fait, la suite, c'est que vous allez avoir un truc de septis, je sais plus quoi, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, elle m'a donné, du coup, un médicament super fort, et elle a dit, voilà. Parce que là, j'ai dû retourner aux urgences, mais dans un plus grand hôpital, et j'ai eu une femme qui s'occupait de moi. Donc, je suis désolée, c'est quand même... Ça peut pas être anodin, ça peut pas être un hasard en fait. C'est pas un hasard, je ne crois pas que c'est un hasard. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont les Japonais aussi, qui trouvent ça hyper normal comme situation, ou les gens qui n'ont pas vécu. Je pense que ma particularité à moi, dans mon expérience du système médical japonais, pour les femmes, hein, il y a des trucs qui fonctionnent, hein, attention, il n'y a pas tout qui est à jeter à la poubelle dans le système japonais, attention. Bon, on peut en parler après, mais notamment le fait que on est tous assurés techniquement, et que du coup, dans une certaine mesure,
on a accès à peu près tout type de soins, tu vois, c'est quand même quelque chose de très bien. Et puis on est toujours bien reçu aussi, tu vois, on n'est pas mal reçu non plus, en tout cas j'en ai pas l'impression, j'ai jamais été mal reçu chez un docteur. Il y a toujours moyen de trouver des docteurs à gauche, à droite, parfois faut un peu sortir de sa ville et tout, mais il y a toujours moyen de trouver des docteurs, il y a toujours moyen de trouver des soins, toujours moyen, il y a des pharmacies partout au Japon, ce qui est aussi très très bien. Vous voyez ce que je veux dire, les pharmacies ils ferment pas à 6h du soir, entre 10h et 10h du matin et 6h du soir, donc t'as accès si facilement. T'as beaucoup, par exemple quand je vais aux urgences, moi je trouve que c'est très facile d'aller aux urgences au Japon. Vraiment, pour le coup, ça c'est vrai, tu vois. Donc il y a des choses qui sont, attention, je parle des trucs compliqués parce que les galères, c'est notamment ce qui demande de faire attention et c'est notamment ce qui demande aussi d'être éduqué. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si la vidéo c'était juste dire ah oui donc il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, mais en fait il y a rien à changer et il y a rien à quoi faire attention. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais le but c'est de faire attention. Si vous allez au Japon, si vous vivez au Japon, le but c'est de faire attention quand même si vous êtes une femme au Japon. D'ailleurs, si vous êtes un homme, dites-moi si vous avez des expériences similaires en tant qu'homme, parce que je parle principalement du point de vue de la femme parce que je suis une femme, mais je me demande s'il y a des expériences similaires en tant qu'homme ou en tant qu'étranger, ou je sais pas s'il y a d'autres types d'expériences que vous avez eues de cet ordre-là, mais qui concernent plus votre catégorie, quoi. Et notamment les personnes trans aussi, ça doit aussi être une histoire, ça. Oh, ça doit être une histoire. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire du coup, c'est que moi en fait j'ai un point de vue complètement différent parce que j'ai vécu aux États-Unis, je pense, et qu'il y a beaucoup de femmes que je connais, en fait, des femmes qui sont venues vivre au Japon. Elles sont venues vivre au Japon, mais elles n'ont pas connu autre chose entre leur pays d'origine, genre le système français, on va dire, et le système japonais, et elles n'ont probablement pas expérimenté le système français même en tant qu'adulte de la vie active adulte. Vous voyez ce que je veux dire, avec des problèmes d'adulte. Et là, je pense en fait que mon analyse, elle est différente dans le sens où je sais comment j'aurais été traitée aux États-Unis parce que j'ai été traitée de façon complètement différente aux États-Unis. Notamment le fait que je trouve ça dingue comment c'est difficile d'avoir certains rendez-vous ici au Japon. Il y a littéralement une pénurie, mais bon, on va empêcher les femmes de devenir médecins, tu vois, mais il y a littéralement une pénurie, mais on va empêcher les femmes de devenir médecins. C'est le même système ici encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas assez de gens pour payer pour les pensions des vieux qui crèvent la dalle, il n'y a pas assez d'enfants, mais on veut foutre dehors des mamans qui ont des enfants et tout ici, tu vois, parce qu'elles sont c'est la même mentalité. Mais du coup, moi, ce que j'avais vécu par exemple aux États-Unis, et là on va en arriver au point de comparaison, c'est qu'en fait la raison pour laquelle tout est cher aux États-Unis, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et ça c'est drôle parce que beaucoup de gens du coup disaient, je l'ai déjà dit mais je me répète pour remettre le contexte, oui t'aurais mieux fait d'être au Japon parce que c'est moins cher. Non, c'est pas moins cher au Japon, c'est juste que les assurances sont obligatoires. Aux États-Unis, les assurances ne sont pas obligatoires, c'est toi qui décides de prendre une assurance ou non. Mais au Japon, il y a des gens qui se retrouvent endettés pour tout le reste de leur vie à cause des hôpitaux, parce qu'ils sont pas assurés pour le cancer, pour ce qui dépasse en fait ce que l'assurance nationale, je sais pas comment appeler ça en français, mais l'assurance l'assurance du pays qui est obligatoire, que tu dois payer tous les mois comme une mutuelle en fait, en fait couvre une certaine partie de vos soins, mais si tu dépasses ces soins là, si tu n'es pas assuré, tu peux te retrouver dans la merde financièrement. Donc ça c'est un point, c'est que c'est pas obligatoire aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est-à-dire que les soins de santé pour la petite et tout étaient pratiquement gratuits parce que c'était compris dans notre assurance. Mais quand j'ai eu mon embolie pulmonaire, c'était pas compris dans mon assurance de me faire interner pour l'embolie pulmonaire, parce que c'était quelque chose de particulier avec un problème de santé que je connaissais ou je sais pas trop quoi, c'est une histoire comme ça, et que du coup c'était pas couvert par l'assurance parce que ça dépassait en fait ce que l'assurance recouvrait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, si je vais faire un check chez le gynéco, mes médicaments, ils étaient pratiquement tous gratuits. Oui, je me souviens, mes médicaments étaient gratuits. En fait, comme ici, c'est vraiment pas cher, les médicaments, c'est le même système en fait. C'est ça qui me fait rire beaucoup avec les gens qui disent « Ouais, mais les États-Unis, c'est vraiment le pire système. » Alors qu'en fait, la seule différence, c'est que les Japonais n'en parlent pas. Et que aussi, les informations ne circulent pas aussi bien entre le Japon et la France, par exemple, à cause de la barrière linguistique, que entre les États-Unis et le reste du monde, puisque le monde entier passe son temps à regarder les États-Unis. Et donc en fait, mais c'est le même système. Donc, ça me fait rire, tu vois. Mais du coup, ouais, je sais pas, il y a des deux côtés. Il y a des côtés, en fait, où le Japon a l'air super fort avancé en ce qui concerne certaines notions par rapport à la santé. Et c'est hyper dommage, en fait, en tant que femme ici, que pour certains aspects, le Japon est effectivement très avancé au niveau de la technologie, de tous les trucs comme ça, ou pas. Ça dépend pourquoi, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des trucs pour lesquels tu te dis, ok, ils ont le budget, ils mettent les efforts, ils s'occupent vraiment bien. Il y a des trucs où vraiment, je trouve qu'ils s'occupent super bien. Genre, par exemple, la
nouvelle personne qui s'occupe des oreilles de ma fille, il est nickel quoi, il s'occupe super bien d'elle et vraiment à chaque fois qu'on y va, il suffit qu'on ait un tout petit doute que son oreille gratte, directement c'est réglé, il va avec une espèce de caméra et tout dans l'oreille checker, tu vois vraiment qu'ils ont le matos et tu vois vraiment qu'ils sont équipés et puis t'as des endroits vraiment où t'as l'impression d'être dans un siècle différent presque. Et notamment quand il s'agit de la santé des femmes, c'est le cas et c'est pas que mon expérience à moi. Et du coup ce que je voulais dire par rapport au fait d'avoir vécu aux États-Unis et tout, c'est que je sens très très fort ce que je pourrais obtenir au niveau de ma santé et ce qu'en fait je n'ai pas, parce que j'ai vu ce que je pouvais recevoir quand j'allais chez le docteur, le genre de traitement que je pouvais avoir, la façon même dont on me parle en fait. Ou directement, je me souviens quand j'allais aux États-Unis chez le docteur, mais ça c'est quelque chose que j'ai pas vécu du coup en Belgique. J'espère que ça se passe comme ça pour les Français et les Belges également, mais quand j'allais chez le docteur aux États-Unis, déjà j'étais assurée, donc ça c'est la partie où en fait je payais pas. Je disais voilà, je me sens pas bien, c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée avec mon problème dysphorique prémenstruel, ma dysphorie prémenstruelle, qui faisait que en fait j'avais des épisodes dépressifs très intenses, alors que je suis pas du tout une personne dépressive de base, même si vous me voyez tout le temps me plaindre sur ma chaîne, vous avez peut-être l'impression que je suis super dépressive et tout, mais en fait pas du tout. Je suis quelqu'un de relativement joyeux en fait, c'est juste que ça je le montre pas forcément. Et en fait du coup c'était vraiment quelque chose de très bizarre pour moi. Et quand j'ai été pour dire voilà je me sens triste et tout, directement ok, on va faire des examens, vous revenez la semaine prochaine, on va analyser votre sang, on va analyser tous les trucs, c'est peut-être ça, voici les pistes, voici les machins, on va voir ce que c'est, on va essayer de voir si c'est pas, j'ai fait des scanners, est-ce que ce serait pas un problème d'une glande dans le cerveau, je sais pas quoi là, je sais pas, toutes des analyses et tout pour me dire voilà en fait nous pensons que vous avez ça, on peut faire des examens en plus, vous pouvez avoir des médicaments. J'ai jamais eu depuis tout le temps que j'étais aux États-Unis, j'ai pas eu une fois quelqu'un qui m'a regardé en disant c'est peut-être le stress, tu vois. Moi, je trouve ça tellement dingue comme traitement. C'est tellement invalidant et c'est discriminant, en fait. C'est invalidant, c'est discriminant. Et du coup, je connais des gens, par exemple, qui ont de l'endométriose, qui mettent... J'avais vu aussi ça dans les chiffres, que tu peux mettre jusqu'à 1 an et demi avant de te faire diagnostiquer d'endométriose au Japon, en 2025. Ça me semble dingue et t'as des gens qui arrivent juste pas. J'ai l'impression que les docteurs sont même pas au courant de ce que c'est, mais ça, c'est juste mon appréciation personnelle qui est peut-être complètement fausse. Donc c'est vraiment pour vous dire, si vous êtes une femme et que vous voulez venir vivre au Japon, que vous vivez au Japon, franchement bonne chance en ce qui concerne la santé féminine, hein. Peut-être pas la santé générale, genre j'ai un rhume nanana, tu vois là, il y a moyen de moyenner, mais la santé féminine, vraiment je pense que c'est le truc qui reçoit le moins de budget, le moins d'attention. Et pour vous dire, pour le petit exemple, vous savez, il y a une étude il y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est qu'à partir de 2023 qu'ils ont commencé à utiliser des dummies, donc les poupées femmes pour les accidents de voiture. Vous vous souvenez de cette histoire, de cette dinguerie là, que dans le monde entier, en fait jusqu'à présent, on disait les études démontrent que les femmes ont plus de chances de mourir dans les accidents de voiture, et finalement on s'est rendu compte, mais c'est peut-être parce qu'en fait ils ont jamais construit les voitures de façon à ce que les femmes survivent aux accidents, puisqu'on n'a jamais fait les tests sur des femmes, et du coup jusqu'en 2023 ils faisaient les tests d'accidents de voiture seulement avec des poupées hommes. C'est toujours le cas au Japon, voilà. Comme ça vous savez. Donc là je suis désolée, mais je ne pense pas que ce que je vous raconte ce soit de la merde, ou ce soit biaisé, ou c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste des faits. Donc soyez bien accrochés si vous voulez venir vivre au Japon, voilà. En tant que femme, je veux dire, peut-être vous avez eu des expériences complètement différentes, hein. Moi j'ai pas eu des mauvaises expériences par rapport à quand j'ai eu des maladies, j'ai jamais, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de très malade non plus, tu vois. Mais quand je parle, genre j'ai de la fièvre, une maladie ou quoi, c'est vrai que très vite j'ai des traitements, très vite, vous voyez, ça m'est arrivé 2-3 fois d'être bien malade quand même et de directement avoir des solutions, quoi. Quand ma fille a été très malade et à une période de vomir et tout, tu vas à l'hôpital, boum, traitement, c'est fini. Mais c'est vrai que très vite, certaines douleurs qui peuvent sembler un petit peu mystérieuses pour les docteurs ici, ça peut très vite être on sait pas et tout. Et un autre exemple aussi, c'est que récemment j'ai vu à la télévision, ça pour le coup, la pilule du lendemain est devenue accessible très récemment et seulement maintenant tu peux l'avoir sans ordonnance. Je sais pas si vous vous rendez compte. La pilule du lendemain, t'avais besoin d'une ordonnance pour prendre la pilule du lendemain. Je comprends le principe parce que ça, c'est pas un bonbon, tu vois. On est d'accord, c'est pas un bonbon la pilule du lendemain. Mais si tu dois aller pour demander une ordonnance à quelqu'un et il y a des chances qu'ils te la donnent pas, attention parce que les docteurs ils ont le droit de refuser. De la même façon qu'ils ont le droit de refuser les terminations, hein. C'est le cas aussi, hein. Tu dois avoir l'accord de ton mari et tout, hein, au Japon pour ça, parce qu'on parlait aussi énormément quand je vivais aux États-Unis. Ouais, les États-Unis,
le droit tu sais, tout ça là. Oui, pour les grossesses, machin, ouais. Les États-Unis ou le Japon, c'est pas énormément mieux, quoi, en fait. T'as besoin quand même d'une autorisation, le docteur peut refuser. On en est encore au Japon aussi à un stade où, en fait, dans la mentalité, t'es censé subir, en fait, la douleur. C'est normalisé de fou que les femmes souffrent. La souffrance des femmes est normalisée de fou. Quand on parle des règles, c'est normal, en fait, pour les gynécologues hommes, parce que j'ai parlé avec une gynécologue femme et elle a, voilà, c'était il y a longtemps, mais je me souviendrai, enfin, je l'oublierai jamais, hein, parce que c'était une femme et j'ai été faire retirer mon stérilet et déjà, elle savait à peine c'était quoi un stérilet. Elle savait, tu vois, mais clairement, elle n'avait pas l'habitude. C'était avant que je rentre que j'aille, pardon, aux États-Unis avec Mochi et j'avais parlé des douleurs de règles et tout. Et là, elle était là, oui, ça fait mal et tout, machin. Et je m'étais jamais rendu compte après ça, parce que c'était la seule fois où j'avais été chez le gynécologue à l'époque. Après ça, à quel point, en fait, quand t'es face à un homme au Japon, à quel point ils en ont rien à foutre que t'es mal, quoi. Genre, en fait, c'est normal, c'est tes règles, c'est normal, dors plus, sois moins stressé. C'est ce qu'ils vont te dire. Parce qu'ici, ce que tu vas avoir quand tu dis oui, mais quand j'ai mes règles et tout, c'est compliqué. Oui, mais c'est normal, hein, madame. Tu vois, donc j'imagine pas les gens qui ont de l'endométriose qui doivent aller trouver un diagnostic. Bonne chance pour ça aussi. La douleur féminine est très normalisée. Voilà. Et du coup, en lien avec ça, il y a très peu d'anesthésie, d'épidurale pour les femmes qui accouchent. Moi, j'ai pas accouché au Japon, donc je saurais pas vous dire. De toute façon, j'ai pas eu mon épidurale du coup, parce que ma péridurale, pardon, parce que je l'ai eu, mais elle a plus eu d'effet parce que j'ai mis 3 jours à accoucher. Mais il semblerait qu'au Japon, la péridurale puisse être refusée, en fait. Je sais pas votre expérience personnelle, hein, mais ça pourrait être refusé. Et du coup, pour conclure, en fait, quand je me suis retrouvée face à tous ces problèmes, au niveau de la santé, je vous avoue que j'ai abandonné, mais ce qui m'a fait le plus abandonner, c'est entendre les expériences des autres femmes autour de moi, étrangères et japonaises, qui clairement, genre, j'ai 2-3 copines japonaises qui m'ont dit « Ah mais moi, en fait, je vais pas chez le docteur. Hein. » Ce qui corrobore énormément l'étude que je viens de regarder tout à l'heure aussi, hein. Les femmes de mon âge, en fait, elles vont pas chez le docteur. Je pense qu'il y a un âge, en fait, t'as encore de l'espoir, tu penses que les gens en ont quelque chose à foutre et tout, et plus tu vas, plus tu te rends compte qu'ils en ont rien à foutre. Quand j'ai été faire retirer mon stérilet, mon deuxième stérilet du coup après la naissance de ma fille, parce que j'avais une infection, parce que j'avais peur d'aller chez le docteur. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais peur d'aller chez le gynéco. Après qu'on m'ait dit ouais, pour les lignes cuisses vous avez rien et tout, j'avais peur d'aller chez le docteur parce que voilà, mais en fait j'ai attendu tellement de temps que j'ai fait une infection et j'ai été du coup, et l'horreur quand en fait t'es derrière un rideau, chez le gynéco, t'es derrière un rideau. Ça c'était la première fois que j'avais ça, mais apparemment c'est courant aussi. En fait t'es sur une chaise automatique qui va se lever, en automatique, hein, t'es à Disneyland, tu vois, c'est Disneyland le truc, ça se lève comme ça. T'as enlevé ta culotte, t'es derrière un rideau, et en fait le rideau passe devant vous voyez rien, mais au niveau de tes hanches, et en fait tu vois pas le visage de la personne qui est en train de te chipoter. Voilà, et en fait on te chipote, clac 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 clac, c'est fait, dégage, tu vois. Vraiment c'était ça. Quand on m'a retiré mon stérilet plein de pus, parce que j'avais fait une infection, que après je suis retournée, je tremblais, tellement ça avait été vite, tellement je m'étais saisie, en fait c'est la première fois vraiment la chaise avait ok on y va, et ils m'ont retiré le truc et j'étais là genre tu vois. Et après ils m'ont dit ouais, vous avez un peu une infection, donc voilà, vous devez attendre un petit peu, si vous avez du sang dites-nous. C'était un mec, je savais même pas que c'était un homme. J'étais très fâchée parce qu'en fait j'avais été dans cette clinique parce que je pensais que c'était une femme, parce que sur le site internet c'était une femme qui était répertoriée, et en fait c'est un homme qui m'a fait ça et j'étais très fâchée, j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pleuré après, et ça peut paraître débile, tu vois, mais j'ai pleuré après ça. Je suis sortie, je tremblais, le mec en mode ouais voilà on va retirer, je viens littéralement de vous déchirer de l'intérieur là, mais c'est pas grave, allez cassez-vous, tu vois, en fait vite fait, tu vois. Vraiment ce manque de tact, alors que je me souviens la première fois que je me suis fait enlever mon stérilet dans une clinique pour femmes où uniquement des femmes, c'était Mochi qui me l'avait trouvé, donc la prochaine fois je demanderai à Mochi de me retrouver une clinique, parce que plus jamais je vais chez un homme, c'est mort, à moins que vraiment j'ai une urgence et que je dois aller vraiment très près, comme quand par exemple j'avais mes problèmes de cystite, j'étais obligée d'aller chez lui, qui m'a pas soignée finalement, c'est une femme qui a fini par me soigner. C'était Mochi en fait à l'époque qui avait trouvé cette clinique, et je suis sûre que c'était dans la même idée en fait qu'il avait décidé de trouver la clinique où c'était que des femmes. Et je me souviens quand elles m'ont retiré mon stérilet, elles étaient là, vous voulez un peu de sucre, vous sentez pas bien, vraiment à la japonaise, tu vois, vraiment au petit soin, en mode en plus je me sentais pas mal, tu vois, mais est-ce que vous voulez attendre un petit peu, vous voulez vous coucher un petit peu s'il y a un souci, nanana, tu vois.
Et je me souviens aussi, hein, quand j'étais aux urgences avec mes problèmes de dos liés à ma cystite, directement, ils m'ont mis des antidouleurs, des trucs, hein. Des femmes. Ça aurait été des hommes, parce que j'ai jamais eu, en fait, cette expérience avec un homme. J'ai jamais eu un homme qui m'a dit « Ah, on va vous donner des antidouleurs et tout, tu vois. » Ils en ont rien à foutre que j'ai mal. Franchement, ils en ont rien à foutre. C'est l'histoire des antidouleurs. Je crois que j'ai jamais eu un homme qui m'a donné des antidouleurs, à part quand j'étais à la clinique de la douleur, où ils sont spécialisés, où c'est que ce qu'ils donnent en fait, c'est des antidouleurs parce que j'avais trop mal au dos. Et là, il m'a dit vous êtes trop stressée madame. Du coup, il m'a donné en plus de l'antidouleur un truc qui me fait planer, que j'ai dû arrêter de prendre parce que je planais trop et que j'étais toute seule à m'occuper de ma fille, que je pouvais pas planer en m'occupant de ma fille quoi. Et du coup, j'ai dû arrêter, mais pour vous dire l'idée quoi. Ouais, donc j'ai dû recevoir une fois des antidouleurs d'un homme et c'était parce que j'étais à la clinique de la douleur. Voilà pour la petite histoire, les tristes. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc oui, effectivement, en tant que femme, si t'as des petits problèmes comme ça, c'est galère. Si t'as un rhume, ça va aller les gars. Mais voilà. Dites-moi, peut-être que vous avez eu de très très bonnes expériences. Je dis pas que tous les médecins hommes sont pas bons et tout, non, tu vois. Mais les chiffres sont là, les faits sont là. C'est pas moi qui ai inventé j'ai pas inventé mon expérience et j'ai pas inventé l'expérience des autres. J'ai pas écrit les articles que vous pouvez aller retrouver sur internet si vous le voulez. J'ai pas inventé. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, qui devrait être réglé. Mais en tout cas, mon expérience n'est pas unique. Et il y a des articles sur internet écrits par des sources très très sérieuses. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais il y a des articles sur internet écrits par des sources a priori sérieuses qui ont l'air de corroborer mes propos. Donc clairement, je suis pas en train d'inventer toute une situation, même si ça peut paraître un peu dramatique, mais c'est tout à fait possible à côté de ça que vous n'ayez jamais eu de mauvaise expérience au Japon en tant que femme, que vous n'ayez jamais été confronté à vous êtes sûrement fatigué, c'est sûrement vos hormones, faut pas être hystérique limite, tu vois, parce que ça c'est un terme qui existe aussi ici au Japon. Hein. Oui, mais c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles, oui mais c'est normal, tu vois, tous des trucs comme ça. Oui mais vous avez rien madame, c'est dans votre tête. Si vous avez jamais été confronté à ce genre de propos, qu'on dirait que c'est pas juste pour nous, mais c'est probablement juste pour nous. Dites-moi si vous n'êtes pas une femme, est-ce que vous avez eu ce genre de propos? C'est possible aussi, hein. Donc ouais, franchement vous avez eu du bol si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, parce que je ne connais aucune personne japonaise ou pas japonaise qui n'a pas eu ce genre de commentaires 1 milliard de fois avant de trouver un traitement. Ça existe sûrement avec de très très bons médecins parce que les bons médecins existent, mais je n'ai jamais rencontré. Donc j'espère qu'il y en a dans les commentaires qui vont dire moi j'ai vécu au Japon 5 ans. Si vous avez vécu au Japon 3 mois, ça compte pas, tu vois. Désolée, c'est trop méchant dit comme ça, mais parce que vous n'avez pas eu assez de traitement long terme, tu vois. Je parle d'une situation de traitement long terme où il faut trouver un diagnostic, où vous avez un problème. Si vous avez été une fois qu'ils n'ont pas trouvé, puis vous êtes rentré dans votre pays, ils ont trouvé, vous n'avez pas la même frustration, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais si moi, ça fait 5 ans que je suis au Japon, ça fait 2 ans que je suis au Japon, et j'ai jamais eu ce genre de problème, j'ai des problèmes avec mes règles, et j'ai jamais eu de réflexion. Franchement, je veux les voir ces commentaires parce que ça me donnerait foi en l'avenir du système médical en ce qui concerne les femmes au Japon. Voilà. Merci encore à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez une offre de moins 70% sur les culottes directement sur le site. Et avec mon code Zoé, vous avez 2 culottes menstruelles offertes. Lien en description. Sur ce, je vous aime, je vous fais des bisous. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon. Lien en description.